Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter du cas des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand à Longueuil, un cas qui permet d'ailleurs d'aborder l'éthique de l'environnement. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados Faits biodivers qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder les enjeux de protection de la biodiversité, mais sous l'angle des questions philosophiques et éthiques que ces enjeux peuvent mettre en évidence. Et pour ça, nous allons revenir sur la saga des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand à Longueuil. Rappelons-nous, c'était en novembre 2020. La Ville a alors annoncé qu'elle allait abattre 15 des 32 cerfs du parc puisqu'ils sont trop nombreux et qu'ils ont un impact très négatif sur la végétation. Les scientifiques étaient d'ailleurs formels. En présence d'espèces devenues envahissantes et nuisibles pour l'écosystème, il faut agir au nom de la préservation de la biodiversité. La réaction d'opposition a été particulièrement virulente, au point où la mairesse a même reçu des menaces de mort. La Ville a donc été forcée de reculer et, à ce jour, aucune solution n'est en vue pour régler le problème de surpopulation de cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand. Comment se fait-il que la réaction des opposants a été aussi forte malgré des constats scientifiques clairs? Faut-il se questionner sur notre rôle et notre position dans le grand tout de la biodiversité que nous côtoyons tous les jours? Est-ce possible d'envisager un jour de revoir notre indignation à géométrie variable? Pour discuter de ces questions, j'accueille Antoine Sédusseau, qui est co-directeur de l'Axe en éthique environnementale et animale du Centre de recherche en éthique. Il est également enseignant au Collège Lionel Groulx. Monsieur Dusseau, bonjour. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce que le cas des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand a permis de révéler dans l'espace public? Donc, ce que ça fait apparaître de plus frappant, selon moi, c'est qu'il peut y avoir des enjeux éthiques, même là où, finalement, on ne les soupçonne pas de prime abord. En fait, ce qui est arrivé, selon moi, c'est que ce qui, pour celles et ceux qui ont pris la décision initiale d'abattre les cerfs, se présentait comme une simple décision de gestion, bien, ça s'est révélé comme ne faisant absolument pas consensus dans l'espace public. Et pourquoi ça ne faisait pas consensus? Bien, ce qu'on peut dire lorsqu'on aborde la question d'un point de vue éthique, c'est que c'est parce qu'il y avait un désaccord au plan des valeurs impliquées. Donc, ce que le cas des cerfs de Virginie au parc Michel Chartrand a mis en évidence, en d'autres termes, finalement, c'est un aspect général qu'on reconnaît d'emblée lorsqu'on fait de l'éthique, que toute action ou décision quant à ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire présuppose des valeurs, c'est-à-dire des prises de position sur le caractère souhaitable ou non souhaitable de certaines actions. Donc, des décisions de gestion comme celle que semblait de prime abord être la décision d'abattre 15 cerfs au parc Michel Chartrand, bien, les personnes en charge dans toutes sortes de domaines dans la société en prennent tous les jours. Et la plupart du temps, bien, ça ne déclenche pas une controverse. Quand ça ne déclenche pas de controverse, c'est pas qu'il n'y a pas de valeurs qui sont impliquées, c'est plutôt qu'il y a simplement un consensus plus ou moins passif sur les valeurs qui sont en jeu. Lorsque les valeurs sous-jacentes à une prise de décision font consensus, bien, il n'y a pas de problème, tout passe comme dans du beurre, mais dans le cas des cerfs de Virginie au parc Michel Chartrand, bien, à mon avis, on a vu jaillir une controverse parce que contrairement à ce qui a été anticipé par celles et ceux qui ont pris la décision initiale, il n'y en avait pas de controverse sur les valeurs impliquées. Est-ce que dans le contexte, justement, de cette situation-là, on peut dire que le débat a été mal posé, puisque à la base, si on regarde les positions qui s'y opposaient, on peut dire que toutes les deux étaient, entre guillemets, bonnes pour la biodiversité, là? Une chose qui m'a un peu dérangé dans la manière de traiter la question dans les médias, c'est qu'on a beaucoup présenté la controverse comme un débat entre, d'un côté, les experts, les scientifiques, qui ont une vision, une idée rationnelle de ce qu'il faut faire, abattre le surplus de cerfs, et de l'autre côté, les non-experts, des citoyennes et citoyens qui, finalement, s'opposeraient à ce qui est rationnel parce qu'ils s'émeuvent du sort des pauvres petits cerfs, des bambis urbains. Un peu comme si c'était la science versus la vision Walt Disney de la nature. Et en présentant les choses de cette manière-là, bien, ce qui me dérange, c'est qu'on a un peu minimisé la portée éthique de la controverse. La controverse, selon moi, elle opposait deux visions tout aussi rationnelles, mais aussi tout aussi émotionnelles l'une que l'autre.
une vision, une position en phase avec l'éthique animale qui se focalise sur les intérêts des animaux individuels et une position qui est plus en consonance avec l'éthique environnementale qui priorise le bien des espèces, des populations, des écosystèmes, qui vise à préserver la biodiversité. Donc, ce n'était pas nécessairement l'intention, mais cette manière-là de simplifier les choses, elle me rappelle quand même un stratagème un peu malhonnête qui est parfois employé pour discréditer une position sans vraiment la discuter. Le stratagème qui consiste finalement à réduire une position à quelque chose de purement émotionnel et donc de forcément irrationnel. Et là, ça permet finalement de l'écarter de manière un peu rapide. Donc, c'est dans le fond comme si le fait qu'une personne soit éprise émotionnellement par une position qui lui tient à cœur, qu'elle défend, la discréditer automatiquement. Et ça me semble un peu absurde. Donc là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais il me semble que la simplification du débat qui a eu lieu est entre autres le reflet du fait que l'éthique de l'environnement, elle n'a pas encore vraiment sa place dans les médias. Généralement, quand on présente une controverse de nature un peu écologique comme celle suscitée par les serres au parc Michel-Chartrand, le réflexe, c'est pas d'inviter un philosophe pour nous parler d'éthique de l'environnement. Et pourtant, ça me semblerait souvent instructif de le faire. Mais justement, les émotions qui sont suscitées par des animaux, particulièrement ceux qui sont près de nous, par exemple les cerfs du parc Michel-Chartrand, ou encore ceux qu'on pourrait qualifier de mignons, là, entre guillemets, bien sûr, ça semble être en tout cas en contradiction avec la raison scientifique qu'on perçoit comme étant justement froide, rationnelle, raisonnable. Mais selon vous, c'est pas tout à fait le cas, là. Le stratagème qui consiste à discréditer une position en la présentant comme émotionnelle et donc forcément irrationnelle, ça, c'est un stratagème qui s'ancre dans toute une tradition philosophique qui a quand même été assez dominante dans la pensée occidentale et qui tend à opposer de manière un peu dichotomique, d'un côté, la raison et la science, et de l'autre côté, l'émotivité et les sentiments. Et le problème, c'est pas tant qu'on distingue ces deux domaines-là, mais qu'on les voit un peu comme opposés l'un à l'autre, plutôt que comme complémentaires. Et compte tenu du lien qui me semble y avoir entre les valeurs et les émotions, cette manière-là d'aborder les choses, elle peut avoir l'effet pervers d'inhiber la discussion sur les questions de valeur en les réduisant à quelque chose de purement irrationnel. Parfois même, en fait, les exclure simplement parce qu'elles sont extérieures à la science, ces questions-là. Donc, concrètement, vous faites un lien direct entre les valeurs des individus et leurs émotions. La question de la relation entre les valeurs et les émotions, elle est assez complexe. Elle remonte en philosophie jusqu'au 18e siècle aux philosophes, entre autres au philosophe écossais David Hume. Il y a aussi un débat philosophique contemporain sur la question. Mais ce qui me semble assez indéniable, c'est qu'il y a une relation quand même assez forte entre les valeurs et les émotions. C'est peut-être un peu ce qui se reflète dans le fait que les prises de position au plan des valeurs, qui impliquent des valeurs, elles prennent souvent une allure émotive. Donc, évidemment, on peut simplifier la controverse autour des cerfs au parc Michel-Chartrand en la présentant comme opposant quelques personnes émues par le caractère mignon des cerfs de Virginie et des scientifiques capables de déterminer froidement ce qu'il faut faire. Mais en faisant ça, à mon avis, on passe à côté de l'enjeu réel qui met en opposition deux positions éthiques qui sont, selon moi, tout aussi en accord avec la science, mais aussi tout aussi émotionnellement chargées l'une que l'autre, l'éthique animale et l'éthique environnementale. Souhaiter la préservation de l'équilibre de l'écosystème, c'est tout autant s'émouvoir pour le bien ou la santé de l'écosystème que défendre les intérêts des cerfs de Virginie individuels implique de s'émouvoir du sort des cerfs eux-mêmes. De chaque côté, il y a des prises de position au plan des valeurs. Et si, comme je pense qu'on doit le faire, on conçoit les valeurs comme liées aux émotions, on doit logiquement reconnaître que dans les deux camps, les prises de position, elles sont en partie sous-tendues par une posture émotive, soit une posture émotive envers les animaux individuels, soit une posture émotive envers l'écosystème local ou la biodiversité. Je vous amène maintenant sur le terrain de l'éthique environnementale dont vous êtes spécialiste. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, l'éthique animale de l'éthique environnementale? Parce que je crois que vous les distinguez selon deux axes. Quel serait justement le premier de ces deux axes-là? Pour bien distinguer ces deux positions-là, il va falloir que j'introduise là, quelques termes techniques, quelques termes en isme, mais c'est vraiment nécessaire là, pour clairement identifier ce qui les réunit, mais aussi ce qui les oppose. Donc, je commence par le premier axe de distinction, l'axe entre pathocentrisme versus non-pathocentrisme.
L'éthique animale, elle a tendance à adopter une position qu'on appelle pathocentriste. Qu'est-ce que c'est le pathocentrisme? C'est l'idée selon laquelle, pour qu'un être ait des intérêts qui doivent être pris en compte dans nos décisions, cet être-là doit être capable d'expériences subjectives, c'est-à-dire qu'il doit être capable de faire subjectivement l'expérience des situations qu'il subit, et il faut aussi que cette expérience-là puisse lui être positive ou négative. Donc, par exemple, si je confine un chien dans une cage, bien, on le voit, le chien n'aime pas ça. Il vit négativement la situation dans laquelle il se trouve. En contraste, pour prendre un exemple simple, bien, si je frappe une roche, la roche, elle s'en rend évidemment pas compte, elle n'a pas de subjectivité, elle n'a pas conscience de sa situation, elle ne peut pas vivre le fait d'être frappée comme positivement ou négativement. Selon les pathocentristes, c'est cette différence-là entre les êtres qui, comme le chien, sont capables de faire subjectivement l'expérience de leur situation et ceux qui, comme la roche, ne peuvent pas le faire, qui est importante d'un point de vue éthique. Donc, pour les pathocentristes, c'est ça la raison pour laquelle on doit se préoccuper du sort d'une bonne partie des animaux. Ils vont dire sentients, c'est le terme technique qui est employé pour décrire la capacité à l'expérience subjective de plusieurs animaux. Et en même temps, bien, c'est la raison pour laquelle on n'a pas à se préoccuper du sort d'une roche ou encore même d'une plante, parce que, selon nos connaissances actuelles, les plantes n'ont pas de subjectivité, elles ne sont pas sentientes. Et donc, au plan de la sentience, elles sont comme la roche, même si les plantes sont vivantes, évidemment, contrairement aux roches. La frontière entre le vivant et le non-vivant, elle n'a pas de pertinence d'un point de vue pathocentriste. La frontière qui est pertinente, c'est celle entre les êtres sentients et non sentients. Donc, ce que le pathocentrisme affirme, c'est que tous les êtres sentients et seulement les êtres sentients ont des intérêts qui doivent être pris en compte dans nos prises de décision. Donc, ça, c'était le premier versant de l'axe pathocentrisme-non-pathocentrisme, celui généralement adopté par l'éthique animale. L'autre versant, maintenant, le non-pathocentrisme, bien, ça, c'est davantage la position qui est adoptée en éthique environnementale. L'éthique environnementale, en fait, elle se préoccupe davantage du sort d'entités qui ne sont pas sentientes. Pour l'éthique environnementale, nos devoirs moraux, ils sont plutôt envers les espèces, les populations d'espèces, les communautés biotiques, les écosystèmes, la biodiversité. Et l'idée, c'est clairement pas de dire que ces entités-là ont une quelconque forme de subjectivité. Le caractère sentient ou non sentient des entités, c'est pas ça qui est un enjeu pour l'éthique environnementale. Et donc, si on regarde le deuxième axe qui différencie l'éthique animale et environnementale, de quoi est-ce qu'on parle précisément? Donc, le deuxième axe, c'est l'axe individualisme versus holisme. L'éthique animale, elle se focalise, comme je le disais, sur les êtres sentients, mais un autre aspect important de l'éthique animale, c'est qu'elle se focalise sur les individus, sur les animaux individuels. Et là, j'insiste sur le mot individuel parce qu'en se focalisant sur les individus, l'éthique animale adopte une position qu'on peut caractériser d'individualiste. En contraste avec ça, l'éthique environnementale, elle a plutôt tendance à adopter une position holiste, c'est-à-dire à se focaliser sur le bien d'entités qui sont constituées d'un ensemble d'individus. Par exemple, les espèces, les populations, les communautés biotiques, les écosystèmes, la biodiversité. Parfois, on utilise un terme général pour les désigner. C'est le terme, on va dire, de manière générale, on les appelle les tout écologiques. Donc là, à ce point-ci, je me permets une précision qui est quand même importante, c'est que jusqu'ici, j'ai employé la désignation générale éthique environnementale pour désigner cette position holiste-là dont je viens de parler. Mais en fait, pour être plus précis, il faudrait appeler cette position-là l'écocentrisme. L'écocentrisme, c'est la position selon laquelle le bien qu'on doit prendre en compte dans nos délibérations, c'est celui des tout écologiques, les espèces, les populations, les communautés biotiques, les écosystèmes. Pour revenir au cas des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand, et si je vous suis bien, M. Dussault, on dirait que le débat opposait le bien-être des cerfs, donc pris comme individus, au bien-être de l'écosystème du parc, mais sans avoir été clairement expliqué aux citoyens, par exemple. Qu'est-ce qui aurait dû, selon vous, être fait justement pour mieux expliciter cette question-là? Donc, cette question-là n'est pas si évidente pour moi, mais j'ai l'impression qu'une partie du problème se trouve peut-être dans la manière de concevoir ou du moins de mettre en pratique l'objectivité journalistique lors de la couverture des controverses de société. Évidemment, c'est important pour les débats de société que les divers camps soient présentés, que les auditrices et auditeurs soient exposés à des positions opposées relativement à une question en jeu.
Mais je trouve que des fois, on le fait de manière un peu superficielle. C'est-à-dire qu'on cherche à faire entendre des gens qui ont des positions bien campées. Comme ça, on a l'impression de faire entendre, de présenter les deux côtés de la médaille comme il se doit. Donc, par contre, cette manière-là de procéder, elle peut avoir comme conséquence de ne pas rendre pleinement justice à la complexité des débats qui sont couverts. Ça me semble aussi avoir assez peu de chances de nourrir un débat de société fructueux. Dans le fond, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on entend les deux camps et là, on se sent d'emblée sympathique à un camp plus que l'autre. On en vient à se convaincre qu'on a raison et même, des fois, à s'insurger de voir que l'autre camp pense différemment. Donc, à mon avis, on pourrait faire beaucoup mieux, entre autres en faisant davantage justement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire analyser la controverse et y identifier à un niveau un peu théorique, mais pas nécessairement aride ou trop abstrait, quelles sont les valeurs qui sont mises en tension. Il me semble qu'en faisant ça, on est beaucoup plus susceptible de faire avancer la discussion, entre autres parce que ça permet à chaque camp de mieux identifier à quoi il se commet au plan plus fondamental en prenant position comme il le fait. Et là, je vais illustrer ça un peu. C'est que dans le fond, si par exemple on pense qu'il ne faut pas abattre les cerfs, c'est possiblement parce qu'on a des intuitions morales qui s'accordent avec le pathocentrisme. Mais si c'est le cas, là, la cohérence semblerait exiger qu'on s'émeuve aussi du sort d'autres animaux sentients individuels, par exemple ceux qui sont élevés, tenus captifs et tués pour qu'on les mange. Ça implique évidemment beaucoup plus d'animaux individuels que les 15 cerfs qu'on a envisagé d'abattre au parc Michel-Chartrand. La seule différence, ça semble être que les cerfs étaient plus visibles parce que situés dans un parc qu'on fréquente. En revanche, si on pense qu'il n'y a pas de problème à abattre quelques cerfs au parc Michel-Chartrand, si c'est nécessaire pour rétablir un certain équilibre au sein de l'écosystème du parc, c'est possiblement parce que nos intuitions morales s'accordent davantage avec l'écocentrisme. Et là, si c'est le cas, la cohérence semblerait exiger qu'on se questionne non seulement sur les impacts écologiques néfastes des cerfs, mais aussi sur les nôtres. Sur la rive sud de Montréal, il n'y a pas seulement les cerfs qui nuisent à l'écosystème. L'étalement urbain, par exemple, les menace encore plus, les écosystèmes. Justement, pendant qu'on met les projecteurs sur les cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand à Longueuil, il y a plein d'autres exemples d'espèces qui, au Québec, par exemple, dépérissent ou disparaissent dans une indifférence quasi générale, on peut le dire comme ça. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on semble faire preuve d'une forme d'indignation à géométrie variable dans ces cas-là? Il y a effectivement plein d'autres cas qui passent sous le radar. Pourquoi le cas des cerfs au parc Michel-Chartrand plus qu'un autre? Là, je crois que ça relève, entre autres, d'un phénomène psychologique général qui est quand même assez troublant d'un point de vue éthique. C'est le fait qu'on soit enclin à se sentir plus responsable d'une situation fâcheuse qui est visible sous nos yeux qu'à une situation plus lointaine ou de laquelle on peut facilement détourner le regard. La question que vous posez, dans le fond, c'est la question « Pourquoi sommes-nous si peu cohérents, finalement? » Et ça, c'est à mon avis, une question dont la réponse relève davantage de la psychologie que de la philosophie, donc qui dépasse un peu mon champ de compétences. Mais une chose que je peux quand même noter, c'est que cette indignation à géométrie variable, elle n'est pas réservée aux questions environnementales. On la trouve aussi dans nos actions interhumaines. Peter Singer, un des philosophes les plus influents aujourd'hui, il en a fait le point de départ d'un de ses articles les plus célèbres sur la justice internationale. Il pose la question: pourquoi j'hésite pas une seconde à penser que si c'est sécuritaire pour moi, je dois me jeter à l'eau pour sauver un enfant qui se noie dans un lac devant moi? Et pourquoi je pense que, évidemment, je dois le faire, même si ça va assurément ruiner ma nouvelle paire de chaussures? Mais pourquoi, en même temps, je pense pas que, dans le cours ordinaire de ma vie, je dois m'abstenir de m'acheter une deuxième paire de chaussures dont j'ai pas vraiment besoin et donner plutôt l'argent à une œuvre de charité qui va l'utiliser pour sauver des vies dans un pays lointain. Donc ça, évidemment, c'est assez troublant d'un point de vue éthique, puisque la seule différence entre les deux cas, ça semble être la distance physique. Et évidemment, les comparaisons du type de celles faites par Peter Singer suscitent encore beaucoup de discussions dans les cours de philosophie éthique, mais aussi dans la littérature spécialisée. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut collectivement aller au-delà, justement, de notre indignation à géométrie variable? Une chose que je peux dire qui me semble importante, c'est que quand on se rend compte que notre indignation est à géométrie variable, ce serait important de réagir en nivelant par le haut plutôt qu'en nivelant par le bas.
l'indignation qui est suscitée par un enjeu local, comme celui des cerfs au parc Michel-Chartrand, ça doit devenir un catalyseur pour une indignation à portée plus large. Et ça me semble absolument nécessaire si on veut réussir le virage de société qui est requis par la catastrophe écologique actuelle. Pour poursuivre sur la situation des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand, leur sort actuellement est toujours incertain au moment de l'enregistrement de ce balado. Mais comme éthicien de l'environnement, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui doivent prendre une décision dans ce dossier-là? Pour faire référence aux positions éthiques que j'ai caractérisées tout à l'heure, je dirais que mon orientation, elle va davantage dans le sens de l'écocentrisme que dans celui du pathocentrisme. D'un point de vue écocentriste, ce qui prime, c'est pas le sort d'animaux individuels, mais plutôt le maintien de la santé ou de l'équilibre de l'écosystème ou la préservation de la biodiversité. Donc, à première vue, on pourrait dire que ma position va dans le sens de la décision initiale d'abattre les cerfs, mais je serais quand même porté à nuancer parce que fondamentalement, tout ce que l'écocentrisme dit, c'est que les populations d'espèces qui participent aux écosystèmes, elles doivent être régulées de manière à ne pas nuire à la santé ou à un certain équilibre de l'écosystème. Et donc, à strictement parler, d'un point de vue écocentriste, ça revient au même si on déménage les cerfs en surplus ou si on les abat. Dans les deux cas, la population de cerfs, elle va, du moins temporairement, et ça, c'est quand même un autre enjeu, être rééquilibrée. Et selon moi, en fait, la question à laquelle nous invite l'écocentrisme, elle va au-delà de la question de savoir s'il faut ou non abattre ou déplacer 15 cerfs au parc Michel-Chartrand. Ce que la situation de surabondance écologique de cerfs au parc Michel-Chartrand, elle me semble indiquer, c'est que c'est tout simplement pas viable au plan écologique de maintenir une population de cerfs de Virginie dans un lieu aussi confiné que le parc Michel-Chartrand. Bien sûr, c'est sympathique. Puis je suis allé au début de l'été me promener en vélo dans le parc. C'est extrêmement sympathique de faire son jogging, de faire son tour de vélo dans un parc près de chez soi, d'y rencontrer des cerfs. C'est fascinant. Mais on a tort, il me semble, de se faire croire que ça marche d'un point de vue écologique. Donc, il me semble que l'enjeu fondamental, ici, en bout de ligne, c'est celui de la place qu'on souhaite accorder ou qu'on doit accorder à la faune non domestiquée dans les milieux urbains et périurbains du Québec. C'est aussi la question de comment accorder cette place. D'un point de vue écocentriste, souhaiter accorder plus de place aux vivants non humains dans les milieux qu'on habite, c'est une idée extrêmement louable. Mais il y a une sorte de leurre, selon moi, dans l'idée que pour y parvenir, il suffit qu'on ponctue nos banlieues de quelques parcs qui sont un peu plus grands que les autres. De votre point de vue d'éthicien de l'environnement, est-ce que vous entretenez de l'espoir pour la suite des choses? En fait, concrètement, quelles sont les actions qu'il faudrait mettre de l'avant, selon vous, pour être justement éthique face à la biodiversité? Donc, la question de l'espoir, je dois dire, là, pour moi, personnellement, c'est un peu la question qui tue. Quand on observe là, le mouvement global de la société, les décisions qui sont prises par les personnes au pouvoir, il semble quand même y avoir une sorte d'inertie morale au plan du traitement des questions environnementales. C'est assez difficile de faire de l'éthique de l'environnement, puis je ne sais pas pour vous, mais de s'intéresser aux questions environnementales sans être un peu démoralisé au quotidien par l'inaction, je dirais même la lâcheté, le manque de courage des décisions qui sont prises par les gens au pouvoir. Pour chaque pas en avant, on dirait qu'on en fait 10 en arrière. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Peut-être une première chose, c'est le fait de voir s'accroître le nombre de citoyennes et de citoyens qui ne sont plus disposés à pardonner aux décideurs qui manquent de courage devant les défis écologiques. Ça fait longtemps qu'on dénonce l'inaction. Là, on voit que c'est pas assez, qu'il faut maintenant cesser d'être disposé à la pardonner, cette inaction. Et ça, c'est une chose qui me donne de l'espoir, c'est de voir que de plus en plus de gens considèrent la priorisation des questions environnementales comme un critère décisif quand vient le temps de se demander pour qui voter aux prochaines élections. Sur une note peut-être un peu moins combative, une autre chose qui me donne espoir, et ici, plus au niveau de mon travail de professeur de philosophie au collégial, c'est la réaction extrêmement positive que j'ai chez les étudiantes et étudiants quand j'intègre des aspects liés à l'éthique de l'environnement dans mes contenus de cours. À chaque session, je fais la connaissance d'étudiants et d'étudiantes brillantes
et je vois que les enjeux environnementaux leur tiennent à cœur. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant pour moi comme enseignant de philosophie de leur transmettre des outils conceptuels qui vont leur permettre de mieux analyser ces questions-là, d'y réfléchir. Et ça, c'est une chose qui me donne de l'espoir et qui donne aussi beaucoup de sens à mon travail de prof. Sur cette note d'espoir, Antoine Corriveau-Dussault, merci beaucoup. On comprend mieux maintenant les positions qui ont animé le débat sur les serres de Virginie de Longueuil, entre deux points de vue, si on veut, qui mettent en lumière quand même les possibles contradictions lorsqu'il est question de protection de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans le prochain épisode, nous allons discuter des espèces en péril près de chez nous, dans les milieux habités du sud du Québec, principalement la rainette faugrillon et le chevalier cuivré. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Antoine Corriveau-Dussault. Monsieur Dussault est co-directeur de l'Axe en éthique environnementale et animale du Centre de recherche en éthique. Il est également chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie et enseignant de philosophie au Collège Lionel Groulx. Au contenu et à l'animation, Alexandre Shields. À la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. Faits biodivers est une balado-diffusion de Savoir Média produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.